Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette 32e édition de Transparence. Vous avez compris, j'ai bien dit 32e édition de Transparence. Et nous avons le plaisir de recevoir l'association Corecof dans cette émission. Je ne dis pas que c'est la deuxième fois, c'est la première fois qu'on reçoit Corecof. La dernière fois que j'ai reçu leur fils Réjouis, c'était le président de Corecof et l'artiste, le poète, l'ami, c'était leur fils que je recevais. Aujourd'hui, je ne reçois pas leur fils, je reçois l'association Corecof. D'ailleurs, j'ai invité deux personnes. Il s'agit de leur fils Réjouis et Ronald Pierre, respectivement président et membre du conseil d'administration et de l'observatoire du Corecof, conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, je présente en général les invités. Aujourd'hui, je vais leur laisser travailler un petit peu. Je travaille de trop, donc ils vont se présenter. Auparavant, je vous rappelle que cette émission est possible grâce à la revue culturelle Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas, grâce à l'artiste Wilson Amos et également au restaurant Aux Ananas qui se trouve au Bourget, au 68 rue Édouard Vaillant, et au Bourget, donc dans le 93. Le thème que nous avons choisi pour cette émission, c'est très simple. Dans les coulisses du Corecof, dans les coulisses du conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va entrer à l'intérieur de cette association, on va poser les questions, des questions parfois un petit peu bizarres, des questions bêtes de temps en temps, mais des questions qui permettent à tout le monde de comprendre cette association, de savoir ce que veut faire cette association. Auparavant, une petite présentation de nos invités. On commence par le président, à tout seigneur, tout honneur. Ensuite, on verra avec notre représentant de ce conseil d'administration, M. Ronald Pierre. Leur fils Réjouis, bonsoir. Bonsoir Pradel, merci infiniment de me recevoir avec mon ami Ronald. Du conseil d'administration, Ronald. Oui, et puis je suis leur fils Réjouis, comme la communauté sait. Je suis pas présent ou bien, ma pose aux questions, oui. Je suis président du Corecof, président de l'association pour le rayonnement culturel d'Haïti et de son environnement également large. Je suis écrivain. Ça, c'est une présentation rapide, monsieur Malade. Ça va succès, non, il est rapide. Qui compte au sorti? Qui est souillé? Qui est-ce qui leur fils Réjouis? Leur fils Réjouis, c'est un enfant d'Haïti, né à Port-au-Prince, mais un amoureux fou de la ville de Léogane. Parce que tes parents, ils sont issus? Mes deux parents, ils sont nés. Puis j'ai fait mes études élémentaires à Martissan, dans une école élémentaire qui s'appelle Herman Hérault. Et après, je suis allé au lycée Alexandre Pétion. Jusqu'à mes 18-19 ans, 20 ans, j'ai quitté cet établissement parce que très tôt, j'ai eu des responsabilités un peu familiales. J'ai eu un enfant à 21 ans, je ne sais pas. Et donc voilà. Puis, quelques années plus tard, vers mes 28 ans, j'étais déjà marié, 3 enfants. J'ai quitté Haïti pour la France. À l'époque, on était majeur à 21 ans en Haïti, je crois. Ou à 18 ans. Non, à 21 ans à l'époque. Avec les tontons Macoute, on ne se posait même pas la question est-ce qu'on était majeur ou pas. Parce qu'on voulait avoir 40-50 ans, on n'était pas encore majeur. On était toujours des mineurs pour ces gens, donc c'était ça. Donc je suis rentré en France et depuis je vis en France depuis 1984, élever mes enfants, vivre une vie simple, paisible et continuer à travailler, mais très très dur pour Haïti. Très bien. Et notre deuxième invité du jour, ou du soir, comme vous voulez le prendre, c'est M. Ronald Pierre, qui est un nouveau venu dans cette émission. C'est la première fois qu'il participe à notre émission Transparence. Bienvenue, Ronald. Bonsoir. Bonsoir, Bradel, Saint-Fleur, et bonsoir à tous les amis spectateurs qui nous regardent ce soir. Très bien. Donc, évidemment, j'aurais dû te présenter, puisque c'est la première fois que tu participes, mais on te laisse faire, on te laisse te présenter. Qui est Ronald Pierre? Bon, Ronald Pierre, c'est un monsieur qui vient de l'Artibonite, plus principalement de l'Esther, au cœur de l'Artibonite. Je suis arrivé en France en 1993 et j'ai participé à beaucoup d'activités associatives avec des amis. J'étais aussi animateur à Kwanlambi. J'ai fait partie des premiers éléments qui ont animé cette émission-là en 1993 avec Romel Louis-Jacques,
Alex Charles, qui n'est plus ici, mais qui a participé aussi à la mise en place de la PAFA, la plateforme des associations haïtiennes de France. J'ai fait des études ici et là, à des heures perdues. J'écris aussi. J'écris surtout de la poésie. Je prépare 2 livres là, un livre sur la musique haïtienne. Alors sur le plan des textes, hein, j'ai fait des études en fait des textes sur la musique haïtienne et essayer de résorber toute la contingence. Disons littéraire qu'il y a à travers les chants musicaux haïtiens. Et aussi je travaille sur la littérature haïtienne parce que je fais une maîtrise en lettres modernes à Paris 8 il y a quelques années de cela. Donc je suis membre de Corecof, du conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis là pour parler de Corecof et pour découvrir aussi l'émission parce que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est la première fois que je viens ici et franchement, le cadre est vraiment attrayant. Très bien. Alors, précision, dans cette émission, on se tutoie. On parle 2 langues, créole et ou français. On choisit ce qu'on veut. Il n'y a rien n'est imposé. Je peux poser une question en français et tu réponds en créole ou vice-versa. Nous choisissons ça nous voulons. Et chance pour nous, nous haïtiens, grand monde nous avons 2 langues qui nous chez maîtresse. Nous faisons ça nous voulons avec eux. Donc on va essayer d'avancer comme ça. Donc on a compris que Ronald était un amoureux de la musique. Entre autres, si on écrit des bouquins sur la musique, ça veut dire qu'on est vraiment un fou de la musique. Mais avant tout, tu t'intéresses à tout ce qui est texte au niveau de cette musique. On reviendra dessus. Ok. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Haïti Tribune, j'avais tenu une chronique en ce sens dans Haïti Tribune où j'ai parlé des textes qui ont marqué la musique haïtienne, de Mano Chalmaille à Anti de Rose, en passant par Timano, etc., pour aller même jusqu'à Skacha. En fait, tout ça, c'est de tout ça. Je pense que le livre, on va porter l'accent sur ces textes-là pour que les gens arrivent à comprendre leur vouloir dire. Parce qu'on peut écouter une chanson, entendre une chanson sans l'écouter, tout à fait. Voilà. Très bien. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle le thème de notre émission, dans les coulisses du Corecof, Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Nous savons que chaque entité organisée qui se crée, que ce soit une association, un syndicat, un parti politique ou autre, se veut être le noble représentant d'une frange de la population. L'outil indispensable de défense d'un secteur ou de développement d'une partie de la planète. Dans quel but le Corecof a-t-il pris naissance? C'est comme Ronald le veut, mais je peux dire très rapidement, on a observé pendant longtemps et on a compris que ce qui fait problème à la communauté, c'est son émiettement, c'est sa balkanisation. Mais on a regardé aussi les aînés, comment ils s'étaient positionnés dans les années 60 jusqu'à 80. Maintenant, 2000, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On a compris que personne, mais absolument personne, n'a jamais exprimé le désir de représenter la communauté. Donc c'est dans ce sens que... C'est dans ce sens, c'est un peu aller au-delà de ce qu'avait fait la PAFA, pour les associations, mais c'est comment on crée une dynamique communautaire qui inclut les associations, les personnalités, les gens lambda, et comment on fait dans une espèce de gros désir de cristallisation de la communauté à travers l'ensemble de ses composantes. L'idée, c'est comment mettons à l'intérieur d'une même structure l'ensemble des composantes de la communauté haïtienne de France. C'est le travail du Corecof. Très bien. Donc, on sait qu'en 2018, en mars 2018, est arrivé le CRCHF. Oui. En 2020 est né le Corecof. À l'aube de la première année de cette association, Corecof, comment pouvez-vous, l'un ou l'autre, présenter les actions de Corecof
aux téléspectateurs. Je laisserai à Ronald le soin de présenter un petit peu. Juste pour apporter une précision, les gens pensent que le CRCHF et le COECOF, c'est deux choses différentes. Non. C'est la continuité. C'est la même chose. C'est une extension. Il y a un sigle et puis il y a l'acronyme qui nous a permis de pouvoir lire comme un mot le Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, qu'on avait retrouvé dans les 5 premières lettres CHF, qui est devenu une lettre, un mot qu'on peut lire beaucoup plus facilement. Sauf que le CRCHF avait une présidente et le COECOF a un président. Oui, c'est une structure qui évolue démocratiquement également. La présidente n'étant plus là, il a fallu avoir des élections, chose qu'on a faite le 3 mars, le 7 mars 2020. Et évidemment, la structure continue sa trajectoire, sa vie. Et tu as aussi tendu la perche pour qu'on remercie encore une fois la présidente. C'est quelqu'un qui a accepté de jouer un rôle qui n'était pas facile. Et Marie-Michel, Marie-Michel, je sais que tu nous regardes. On t'aime toujours. Très bien. Est-ce que Marie-Michel fait partie, si ce n'est pas indiscret, du COECOF? Nous, on n'a jamais considéré Marie-Michel comme étant partie du COECOF. Elle est très occupée avec ses activités personnelles, sa famille, etc. Mais c'est quelqu'un, chaque fois que si j'ai besoin d'elle, je décroche mon téléphone, elle fait quelque chose. Marie-Michel est à l'origine du logo. Du logo, c'est la personne qui a fait le logo. Donc, Marie-Michel est toujours présente au cœur du COECOF. Très bien. Et on devait donner la parole à Ronald pour nous parler justement des actions qu'a menées le COECOF durant sa première année. Qu'est-ce qui est palpable? Qu'est-ce que le COECOF a fait? Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs? On a de grands objectifs, comme l'Office, le président, il l'a souligné. Donc, on veut dynamiser cette communauté qui est divisée en 1000 morceaux. On veut recoller tous ces morceaux avec COECOF. Il y a des associations, comme vous le savez, et comme tu le sais. Alors tu refuses le vouvoiement. Je ne refuse pas, c'est ce qu'on a installé dans cette émission. Je trouve que c'est plus cool. Moi aussi. Et donc il y a beaucoup d'associations dans la communauté, mais on a l'impression que ces associations fonctionnent en vase clos. Donc chacun de son côté, chacun dans son domaine des compétences. Il n'y a pas cette visibilité de la communauté haïtienne. Il y a beaucoup de communautés, maghrébines, zaïroises, on ne dit plus zaïroises, mais congolaises, etc. Mais il n'y a pas de communauté haïtienne proprement parler, parce qu'on est dispersé. On est dispersé. Il y a beaucoup d'individualité dans la communauté. Il y a beaucoup de compétences dans la communauté. Nous, notre rôle, c'est de les juguler ensemble pour faire un faisceau et permettre que tout le monde puisse voir que la communauté haïtienne existe et bouge. Et ça va nous permettre non seulement de rassembler tout le monde, mais aussi de donner la possibilité à notre communauté de peser sur la politique en France et aussi en Haïti. Parce que si on n'est pas organisé, on ne peut pas demander, on ne peut pas proposer non plus. Donc, c'est l'une des raisons qui nous a poussé à créer le COECOF. Vous avez parlé de CRCHF. CRCHF, donc c'est la continuité de COECOF. COECOF est la continuité c'est la continuité de CRCHF. CRCHF, on était dans un moment de balbutiement. Donc, après le 7 mars, vraiment, on a posé les bases. On a dit il faudrait qu'on arrive à former cette communauté, à créer une cohésion au sein de notre communauté pour être plus crédible et aussi pour être plus performante. Voilà, mais tu n'as pas répondu à ma question. Qui ça nous fait? Depuis les nouvelles décisions, ça a nous avancer. On a fait pas mal de choses. Qui ça qui fait? Ouais, on a fait pas mal de choses. En termes de projets, déjà, comme le président il vous a dit, le 7 mars, on s'est réunis, on a pris la décision de travailler sur le long terme. Mais avant, il n'y avait pas le confinement, il n'y avait pas encore l'arrivée de la Covid. Donc la Covid nous a freinés dans notre élan.
on n'a pas pu, en dépit de tout, on s'est réunis au mois de juillet et au sein du conseil d'administration. Et après, juste après le conseil d'administration, il y a eu encore d'autres restrictions, donc qui fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout en fait de nos objectifs. Mais ça n'a pas empêché qu'on avait organisé le 18 novembre. Je ne sais pas comment qualifier ça parce que c'était pas un spectacle, mais on a profité du 18 novembre pour lancer un message à la communauté ici en France et aussi en Haïti. On aura le temps de revenir sur cette date et également le 1er janvier, puisque vous avez organisé quelque chose de grandiose également le 1er janvier 2021. Mais je sais que selon le président du CORECOF, cette entité n'intègre pas en son sein les personnes morales. Cela m'incite à vous poser une question simple. Quelles sont les composantes du CORECOF? Expliquez-nous son organisation. Donc, le CORECOF, c'est une structure presque classique d'un conseil d'administration, d'un observatoire, parce que d'emblée, on a toujours pensé que si nous voulons porter des projets pertinents, il faut que ce soit fait sur la base d'une onction scientifique, si vous me permettez l'expression. Et c'est demander, par exemple, à Pradel Saint-Fleur, qui est spécialiste dans un domaine. Nous avons compris que telle situation pose problème au sein de la communauté, divise un peu plus que ça rassemble. D'après toi, l'expert, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet? Donc, ça fait que, par exemple, au sein du CORECOF, il y a des débats en permanence. Il y a des débats souvent pour comprendre où est-ce qu'on veut aller, comment y aller. Ce n'est pas sans raison, puisque vous avez, comme je l'ai dit tantôt, une communauté totalement émiettée. Mais vous avez aussi ces gens de la communauté émiettée qui soupçonnent terriblement. Systématiquement, toi, moi, Ronald, on est toujours soupçonné de quelque chose. Même s'il n'y a pas de fait, même s'il n'y a pas de preuve, même s'il n'y a rien, on soupçonne. Et comme on soupçonne, l'un soupçonne l'autre, ça crée cette division. J'ai pas confiance, tu n'as pas confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, le CORECOF, dans son organisation, c'est une organisation classique dans un premier temps, une association qui fonctionne avec son conseil d'administration, son bureau et son assemblée générale qui décide. Mais en même temps, pour aller vers les objectifs que nous visons, nous travaillons par commission. Le CORECOF, c'est 10 commissions qui balayent l'ensemble des thématiques qui permettraient de travailler réellement sur la communauté et en plus exporter nos bonnes pratiques, c'est-à-dire cette manière de faire dans les autres communautés expatriées, puisque nous avons autre chose un peu derrière la tête. C'est si on arrive à cristalliser cette communauté haïtienne de France avec des projets réalistes, des projets novateurs, des projets qui donnent envie, nous pouvons exporter ces bonnes pratiques dans les autres communautés expatriées et demander aux autres de faire la même chose. Enfin, de leur proposer. Leur proposer de faire la même chose pour qu'enfin nous tendions vers une fédération des expatriés pouvant travailler, marcher d'un même pas, d'un même ballon vers un projet de société, un nouveau cap, par exemple, pour Haïti. Est-ce que, donc en gros, on a compris que les composantes du CORECOF sont assez multiples et diverses. Oui, vous avez en notre sein, nous avons des docteurs, des ingénieurs, des écrivains, des gens lambda, des chauffeurs de taxi, des travailleurs des OS, etc. Mais toujours des individus. Des individus. Pourquoi? Et justement, j'ai dit il y a un moment que l'un soupçonne l'autre. Vous savez qu'il y a déjà la PAFA qui a fait un travail pour représenter un peu, tout au moins, quelques associations. Ça aurait fait mauvais genre que le CORECOF arrive avec une envie de s'ouvrir pour devenir une plateforme bis. Mais il y a la PAFA, il y a la FEDE aussi. La FEDE fait ce qu'elle veut, mais nous autres, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'intégrer en notre sein des personnes morales pour cette raison-là. Nous voulons que les associations de la communauté redeviennent
des associations dynamiques retrouvent le tonus d'avant. Nous ne sommes pas là pour jeter un peu de trouble entre nous. Et puis nous travaillerons très très bien avec les associations. Imaginez par exemple sur le projet de cristallisation de la communauté pour nous, de notre point de vue. C'est l'institutionnalisation de la journée de la communauté haïtienne de France. On en parlera également dans cette émission. Oui, alors je voulais rajouter tout simplement que, en fait, les personnes morales peuvent être partenaires des COECOF. Et on a travaillé le 1er janvier, on a fait on a organisé une activité, des concerts avec ATHP. Donc les personnes morales, les associations peuvent être des partenaires qui peuvent en fait travailler avec nous sur des projets ponctuels. Donc, mais une personne morale ne peut pas être membre du COECOF. C'est comme l'association Lumière d'Haïti qui travaille avec d'autres entités pour faire des choses formidables en Haïti également. Et donc c'est un petit peu logique que je comprenne ça, mais moi je reviens toujours sur ce côté personne morale parce que des fois c'est un petit peu ambigu quand on entend une personne morale ne peut pas faire partie d'eux et puis après on entend il y a des partenariats. Comment on fait pour sortir de ce fil, de cette ligne-là qui entre membres et partenaires? Comment on arrive à gérer ça? C'est aisé, c'est facile pour nous. Et en ce sens qu'on respecte la personnalité morale pour ce qu'elle est, son projet, etc. On n'intervient pas dans sa vie en tant que telle. Nous sommes d'accord sur un plan, sur un projet. Mais nous ne sommes pas là pour intervenir. Parce que, sachant qu'une association qui est partenaire d'une autre entité, association ou fédération ou autre, cette association ne peut pas décider je vais faire ci, je vais faire ça avec cette entité. Cette association doit s'organiser déjà en son sein d'abord, voir avec son bureau, peut-être même en assemblée générale pour décider est-ce qu'on va suivre cette route, est-ce qu'on va accompagner, est-ce qu'on va participer, est-ce qu'on va être partenaire d'eux. Oui, elles sont libres, les associations, d'être partenaires ou pas. Mais n'est-ce pas là aussi une façon très intéressante pour nous d'inciter les gens à s'organiser, même dans leur propre association. Si vous êtes organisé, vous dites que je suis l'association une telle, je ne peux pas participer à une action du COECOF parce que mon conseil d'administration l'interdit, ça veut dire quelque part vous êtes organisé. C'est exactement ce qu'on recherche. On a des associations, hélas, qui sont des associations que de nom. Et ça nous rend triste. Quand les gens s'organisent et qu'ils sont capables de dire « Ah non, je ne peux pas vous suivre sur ce projet-là parce que ça ne nous convient pas, c'est pas conforme à nos statuts, c'est pas conforme à nos règlements intérieurs », il y a un message assez intéressant. Très bien. Vous avez dit que le COECOF était une association apolitique et non confessionnelle. Oui. Je l'ai lu notamment dans l'interview que le président du COECOF a donnée au journal en ligne Le National. Oui. Tu vois, je fais des recherches. On peut rien te cacher. Comment, dans ces conditions, l'association pourra-t-elle atteindre ses objectifs en étant apolitique? Alors, tu veux répondre? Non, en fait, je ne sais pas quelle définition tu fais de apolitique. Ah ben, définis-nous la apolitique. Non, parce que apolitique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la politique. On ne fait pas de la politique active pour aller chercher des postes ailleurs, mais on fait la politique du développement, la politique de s'ouvrir aux autres, la politique d'aller travailler avec les autres associations. Tout ça, c'est de la politique. Mais quand on dit apolitique, on fait pas, c'est pas une organisation politiquement politique en soi. Donc, c'est pas une structure qui est créée pour aller prendre le pouvoir. Non, COECOF est apolitique en ce sens qu'elle travaille pour sauvegarder en fait l'intérêt de la communauté, pour permettre à la communauté de vivre ensemble. Mais on ne va pas faire la politique active pour aller chercher des postes électifs ou quoi que ce soit. Et en Haïti ou ici, non, c'est pas ça. Et on est apolitique, ça veut dire qu'on va travailler déjà dans notre champ de prédilection, qui est la cohésion de la communauté. C'est cette politique-là qu'on veut mener. Donc vous ne vous interdisez pas de participer au débat politique? Ah non. Au contraire. Au contraire. Ça aurait été une bêtise. Mais est-ce qu'on peut participer au débat politique sans prendre parti? Alors, ce qui nous intéresse, nous, et je sais que Padel Saint-Fleur, c'est quelqu'un qui est très avisé, qui lit des trucs.
Et j'anticipe l'autre question. Je prends les devants. Vas-y. Je prends les devants. Depuis peu, nous recevons pas mal d'hommes politiques haïtiens. Pas mal. Ils viennent, ils discutent. Mais nous avons aussi écrit, noir sur blanc, que nous sommes ouverts à l'ensemble des gens qui font de la politique en Haïti. Même les plus réactionnaires. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que pour nous, leur manière de faire de la politique, ce n'est pas cette politique-là dont Haïti a besoin. Nous sommes apolitiques parce que nous ne voulons pas, à l'intérieur de notre structure, que moi je roule pour quel parti, toi pour une autre partie, et ça crée un problème à l'intérieur de notre structure. Les gens sont libres. Les gens, les membres du COECOF, ils sont libres d'adhérer à une confession, à un parti politique. Mais à l'intérieur de la structure, ils n'ont pas le droit de faire du prosélytisme, de la propagande, etc. etc. C'est ça notre combat. En ce sens qu'on dit qu'on est apolitique. Mais dans un peu de grec, hein, dans apolitique, le A devant, c'est un A privatif sans politique. Mais c'est une fausseté. Qui ne fait pas de politique? Qui ne fait pas de politique? Même en mangeant, tu fais la politique de ne pas mourir. L'action que nous portons avec la vision qui est la nôtre, à vouloir, par exemple, créer une fédération des expatriés. C'est de la politique. À vouloir absolument que des communautés expatriées, on tire le ministre qui doit gérer le ministère des Haïtiens. Justement, ma question est la suivante. Justement, je voulais arriver là-dessus. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça, on fait de la politique. J'ai lu dans vos objectifs, dans les différents écrits du COECOF, que le COECOF aimerait que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger soit dirigé par un expatrié ou une expatriée élu par ses pairs. Oui. Un ministre n'est jamais élu. Tout à fait, mais qui pourrait croire qu'à un moment donné, les suffragettes allaient poser des problèmes pour conquérir des droits, etc. Qui pouvait croire, par exemple, tous les activistes de l'Afrique du Sud pouvaient devenir un parti de gouvernement. Est-ce que ça veut dire que vous souhaiteriez que tous les ministres soient élus? Parce que si on en élit un, on ne peut pas dire les autres ne sont pas élus. Sauf là-dessus, on souhaiterait que ça ne soit plus une prérogative de l'exécutif. C'est-à-dire que tu me vois arriver sur la moralisation de la politique en Haïti. Même dans la diaspora, c'est pas un autre mot, hein, au COECOF, on ne dit pas diaspora. Nous, on ne dit jamais diaspora. C'est un sacrilège même. C'est un sacrilège de dire ça chez nous. C'est parce que le mot n'a pas évolué sémantiquement, c'est pas ça. C'est simplement l'interprétation qui en est faite dans les têtes des Haïtiens de l'intérieur. On ne veut pas être des membres de la diaspora, qui est une amplification du modèle sociétal du pays en dehors. Et ça, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Okay. Mais si on décide, par exemple, que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger ne soit pas, la décision de nommer quelqu'un ne soit pas une prérogative du président de la République, c'est parce que dans notre tête, il y a ça. Je suis devenu président de la République, Pradel Saint-Fleur, c'est mon ami. Il est peut-être dans la diaspora, je peux appeler Pradel Saint-Fleur, mais il est dans la diaspora. Représente-t-il les communautés expatriées? Est-ce qu'il va faire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger une réelle interface entre ceux de l'extérieur et ceux à l'intérieur du pays? Est-ce que ce ministère peut être un super chargé de mission qui gérerait le fonds pour le développement d'Haïti que les expatriés doivent mettre en place à un moment donné? Alors toi, président, comment tu arrives à avoir ce ministre des Haïtiens? Alors j'inciterai très fortement les communautés expatriées à s'organiser pour qu'ils puissent, les membres des communautés expatriées, pour qu'ils puissent élire en leur sein la personne la plus représentative possible avec une mission de la fédération. La fédération donne mission à se charger de mission qui est le ministre. Alors on va rester un petit peu là-dessus parce qu'avec ce précédent, tu crées quelque chose de grave. Oui. Ce ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, élu par les Haïtiens de l'étranger, va se croire plus qu'il n'est.
Parce qu'il sera élu au même titre que ce président de la République qui est chef Non, du... je peux il aurait rapporter eu tort, quand une même. nuance. Il aurait eu tort. Parce que les autres ministres, ce sont des petits gamins à côté de lui. Ils sont nommés. Mais il aurait Tandis eu que tort. lui, il est élu. Il aurait eu tort de penser ça. Il peut croire que... Enfin, c'est quasiment sûr, ce président ne peut pas le virer parce qu'il est élu. Je peux apporter une petite nuance. Oui, bien sûr. Alors, on est quand là on pour dit ça. élu en fait par les membres des expatriés, on aurait pu dire, par exemple, choisir plutôt si la communauté haïtienne de France propose M. Réjoui et à New York il propose quelqu'un d'autre, et au Canada ou au Chili, en Amérique du Sud, il propose entre ces 4 ou 5 personnes-là. On peut demander à ce qu'il y ait une petite élection entre les 5 pour savoir qui va obtenir le mandat pour aller représenter les expatriés. Parce que ça part du bon sens. Créer un ministère pour les Haïtiens. Mais qui va participer et qui va voter dans cette élection pour départager ces 4-5 membres? Il faut des communautés organisées. C'est ce que nous sommes en train de faire ici en France et avec le COECOF. Il faut d'abord organiser notre communauté pour que cette communauté soit vivante. Mais partant de là, il n'y aura jamais un ministre des Haïtiens issu de la communauté haïtienne de France. Parce que non, pas forcément. On n'est pas nombreux. Non, pas forcément de la communauté haïtienne de France. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les problématiques des expatriés. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est en Haïti et qui ne connaît rien du tout de la communauté haïtienne de France ou des États-Unis et de l'Amérique du Nord et le placer à la tête en fait de ce ministère. Moi, ce ministère-là, mais Ronald, je ne le connais que de nom. Qu'est-ce que l'Haïtien, l'expatrié d'Haïti qui vit aux États-Unis connaît de la communauté haïtienne de France pour qu'il soit notre représentant? Culturellement, non, mais il connaît certaines problématiques. On a des problématiques presque identiques avec des spécificités culturelles. Mais quelqu'un qui est en Haïti, encore moins, il ne connaît rien du tout de nos réalités. Je crois que le président voulait intervenir. Donc il faut faire attention. Créer ce ministère, c'était une bonne chose en fait de la part du président Aristide à l'époque, qui voulait, disons, flirter avec le 10e département qu'il disait à l'époque. C'était pas la diaspora, le 10e département. Mais depuis, je pense que ce ministère a raté sa vocation parce que nous, par exemple, si on prend le cas des expatriés en France, on ne connaît ce ministère que de nom. On n'a jamais vu, on n'a jamais reçu, et je ne sais pas si vous l'avez reçu une fois dans votre émission, mais on ne sait rien du tout de ce ministère. De ce ministère on ne connaît pas sa politique, on ne connaît pas même le ministre personnellement. Donc il ne peut pas se dire que je suis le ministre des Haïtiens vivant à l'extérieur. Alors l'office voulait intervenir. Alors voilà, donc on sent sur ta question comment celui qui est aux États-Unis par exemple voit celui qui est en France. Nous, le combat que nous menons justement sur cette fédération, c'est pour rapprocher les communautés. Si on prend l'habitude de travailler ensemble, même par-delà les mers, on se donne une chance de se connaître un petit peu plus. À travers un congrès, par exemple, des expatriés. À un moment donné, ça peut se dérouler en Suisse, à Paris. Combien de temps tu penses que ça peut prendre pour que les autres nous connaissent davantage et que nous arrivons à connaître les autres davantage? En tout cas, nous faisons des pas importants vers les autres depuis un moment. Est-ce qu'ils répondent? Non, ils ne répondent pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, mais on sait très bien que le problème haïtien, si on veut une solution à un moment donné, c'est un problème de patience. Les gens vont trop vite quelquefois. Alors c'est quand même un monsieur de 65 ans qui trouve qu'on doit encore prendre son temps. Mais est-ce qu'on a les raisons pour lesquelles ceux des États-Unis ne réagissent pas par rapport aux appels qui sont faits de... On a essayé d'esquisser les questions culturelles. Oui. C'est en fonction du lieu et on change énormément. On est influencé par le milieu d'une certaine manière. Oui. On n'est pas obligé, l'homme du milieu, mais on est... par exemple, mes copains des États-Unis me parlent énormément d'argent. D'argent, oui. Oui.
Tandis que Parce que c'est un pays capitaliste, Voilà, ils vivent dans un système capitaliste. Mais Ici, on est dans un système social. Mais en France, on parle organisation, on parle philosophie, on parle approche, comment on le fait, etc. Bien sûr, in fine, on aura besoin d'argent. Mais c'est pas de ça qu'on parle en premier. Quand, par exemple, un Korekov arrive là, dans le paysage associatif français, le travail, c'est d'abord un travail intellectuel. C'est pas méchant que de le dire. Quelle construction, quelle approche, quelle philosophie, avec qui, pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça. On n'a pas d'emblée dire une cotisation parce qu'on a besoin de 100 millions d'euros. C'est pas ce qu'on dit avant. Est-ce que les gens ne vont pas avoir l'impression que le Korekov, c'est une entité intellectuelle et que les moins lettrés sont délaissés? Alors, je viens de dire qu'au sein de notre Korekov, il y a l'ensemble des composantes. Non, ça on peut le dire, mais est-ce que c'est palpable? Non, si, c'est palpable. C'est vérifié. Ceux qui connaissent le Korekov savent très bien qu'il y a ces docteurs, ces ingénieurs, c'est ceci, c'est cela, mais il y a aussi des gens lambda. Mais est-ce que ces gens lambda ont droit à la parole? Totalement. Oui, mais oui. Totalement, mais oui. au même titre que le président du Les Korekov. 10 commissions, dans les 10 commissions, tout le monde est à sa place et tout le monde prend la parole, tout le monde fait des propositions et tout le monde peut interpeller à sa manière et le président ou le conseil d'administration. Non, c'est pas une entité hermétique. On est ouvert. Si on veut représenter la communauté dans toute sa composante, il faut aller chercher tout le monde. Il faut aller vers les croyants, vers les non-croyants. Il faut aller vers les docteurs. Il faut aller aussi vers l'artisan. Il faut aller vers le manutentionnaire. Donc non, nous on veut seulement jeter les bases d'une communauté dynamique et aller chercher tout le monde pour créer cette communauté. On ne va pas se quereller avec les autres associations parce que Korekov, c'est pas une association ex nihilo. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant nous. Il y avait beaucoup d'autres associations qui ont émergé, qui ont posé des actes, des actions. Et il y a des individus comme toi, par exemple, dans la communauté qui est une référence en matière d'initiative, Boulevard du Compas, et tu as porté la musique haïtienne jusqu'au du pavé. Et là, avec cette émission, et tu donnes la parole à l'ensemble de la communauté, à tout le monde. Et donc, tu participes à ta manière à la cohésion que souhaite en fait Korekov. Et au contraire, on est conscient de la mission qui nous est confiée et c'est pour ça on embrasse tout le monde. Puis une information purement statutaire. À l'intérieur du Korekov, l'effort a été fait pour amender les statuts, histoire de donner plus d'autonomie aux commissions. Ça veut dire que les commissions travaillent en toute autonomie. Ce n'est pas une indépendance, mais elles travaillent en toute autonomie. Ça veut dire que les gens à l'intérieur des commissions prennent des initiatives, bousculent le conseil d'administration, proposent, estiment qu'il faut aller plutôt dans ce sens-là. Après, on a une structure démocratique, on passe au vote, et puis on amende, on corrige. Mais cela peut venir de n'importe qui. Je sais pas moi, du restaurateur du coin qui est membre du Korekov, du manutentionnaire qui a compris qu'il n'est pas considéré comme la plupart des Haïtiens qui n'ont pas fait d'études, comme tu l'as évoqué. Eh bien, à quel moment au Korekov, j'ai aussi droit de dire que je suis en désaccord avec le président, avec un membre du conseil d'administration, que la direction prise par le Korekov, à mon avis, c'est pas la bonne, etc., et qu'on s'adapte. Parce que mine de rien, ce ne sont pas toujours les docteurs qui ont raison. Ce ne sont pas toujours les docteurs qui ont raison. Mais combien de fois on a mis notre président en minorité sur des propositions? Tout le monde peut éventuellement amener une idée. C'est comme ça qu'on peut faire vivre une association. Cet apprentissage de la démocratie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le président, il est fougueux, il a envie de renverser la table, etc. Derrière, il y a toujours 2-3 personnes qui disent « Oh là, oh ». Mais on sait aussi que les présidents sont toujours
souvent la cible des associations. Au niveau des associations, on sait qu'il y a toujours des petits clans, des petits coins qui disent non, ce gars-là, pour qui il se prend, il faut qu'on le calme, il faut qu'on aille à l'encontre de ce qu'il propose. Des fois, il y a des gens qui s'érigent en opposant automatique. Oui. Et ça, c'est chez l'haïtien. Et dans les associations haïtiennes, on sait que ça existe. C'est une richesse, parce que nous, on s'en plaint pas. C'est une richesse. Le type qui veut mettre en minorité Ronald, il a des arguments. Nous sommes dans un espace démocratique. S'il a des arguments, s'il a des preuves... Mais justement, des fois, il n'y a pas d'argument. À ce moment-là... Ça va les voyer monter. Oui, mais à ce moment-là, nous mettons de l'emplace, gentiment, mais on va le recadrer. Qui va le recadrer? L'équipe. Le conseil d'administration. Vous savez que à condition que le conseil d'administration soit une homogénéité, soit en harmonie. On ne rêve pas sur l'homogénéité, mais on a suffisamment d'atomes crochus pour contrer quelqu'un qui vient poser des dégâts à l'intérieur de notre structure. Nous sommes dans les coulisses du Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, le CORECOF, vous avez compris. Nous parlons de cette association en long et en large. Je ne veux pas les ménager et ils ne veulent pas non plus être ménagés. Ils veulent avoir toutes les questions et des questions qui font mal des fois, qui peuvent paraître comme des pièges, mais ce ne sont pas des pièges. Je leur ai dit en venant ici qu'ils allaient avoir des questions assez difficiles des fois, mais ils sont prêts pour répondre à toutes les questions parce que justement c'est une association qui fonctionne démocratiquement et ça nous fait plaisir. Nous marquons une pause, on revient dans quelques instants dans cette 32e édition de Transparence. Oui, mais li papa, gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Konya, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire me songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Transparence. Nous sommes dans la 32e édition. Je vous rappelle que nous avons comme invité les représentants du CORECOF. CORECOF, c'est le conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Et nos invités qui représentent cette association s'appellent Lorfils Réjoui, qui est le président de cette association, et Ronald Pierre, qui est un des membres du conseil d'administration. Et je ne sais plus qui en a parlé, mais vous avez parlé des commissions. Vous avez une dizaine de commissions. Je sais que chaque commission a une dizaine de membres. Et qui peut me parler de ces commissions? Quelles sont les différentes commissions que vous avez? Bah, je dis un bout, et puis Ronald peut-être complétera. Mais on a éducation, culture, jeunesse, étudiant, citoyenneté, intégration, droit, plaidoyer, solidarité, anthropologie, sociologie, histoire et religion, philosophie et politique. Ça te fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 4. On a parlé d'économie, c'est ça? Oui. Non, on a fait économie, entrepreneuriat. Économie, entrepreneuriat. Santé, santé, environnement, écologie. Ok.
Et puis, Il y a du social aussi dans cette association? il y a une personne qui s'occupe du social, mais social. on n'en fait C'est pas. pas une commission. Ce hein. n'est pas une commission. Et culture, il n'y a pas de culture? Oui, je le dis tantôt, il y a culture, éducation. Éducation. Ok. Oui. Culture, Très bien. Donc ça veut dire que vous avez différentes commissions qui fonctionnent. Vous êtes à combien dans cette association? Combien de membres êtes-vous au total? Parce que si vous avez 10 commissions de 10 personnes déjà, ça fait une centaine. Vous avez un observatoire dont on n'a pas parlé encore, Oui. et qui a une quinzaine, une vingtaine de 16 personnes. 16 personnes au 16 total. personnes, oui. Ça fait 116. Plus le conseil d'administration. Peut-être qu'il y a des gens qui s'entremêlent. Oui, il y a des gens qui surtout dans s'entremêlent. différentes Voilà, commissions. Il y a des gens qui s'entremêlent. Alors, l'idéal, hein, on a un peu modifié. L'idéal, c'est qu'il y ait un petit peu plus de 10 personnes dans les commissions. Oui, en fonction des profils. Pour l'instant, l'équipe n'est pas complète au niveau des commissions. On y travaille sérieusement. Ok. Dans la perspective de la présentation de l'association à la presse et au monde. C'est en 2022, ça. C'est en 2022. On y travaille sérieusement. Actuellement, il y a 80 personnes dans l'association. 80 personnes dans l'association. Et comment on fait pour devenir membre du CORECOF? Simplement, tu as le site internet où tu peux faire ta demande et d'adhésion. C'est quoi le site? Le site, c'est www.corecof.org. Très bien. Les gens peuvent regarder sur le petit écran pour voir comment s'écrit CORECOF. Hein? Oui, c'est ça. .org. .org. ORG. Voilà. Également, sur la page internet qui est Facebook Sur la... Ah ouais, ok. Sur Facebook, il y a CORECOF. On peut aussi s'inscrire et demander. Donc il y a un formulaire à remplir. Il y a un formulaire à remplir sur le site, pas sur la page. Et puis, on peut aussi appeler les numéros de téléphone qu'on trouve. Ok, ça c'est la forme, mais dans le fond, quelles sont les conditions qu'on doit remplir pour devenir membre du CORECOF? On a répété souvent qu'on aimerait que les gens qui viennent au CORECOF aient un casier judiciaire vierge. C'est déjà énorme, non? C'est déjà beaucoup parce qu'il y a plein de gens, malheureusement, dans notre communauté qui n'ont pas un casier judiciaire On vierge. veut des gens qui ont un casier judiciaire vierge. On veut aussi des personnes d'origine haïtienne, même s'ils ont changé de nationalité, mais il faut qu'ils soient d'origine haïtienne. D'origine, pas forcément nés en Haïti, Non, mais pas qui forcément ont des parents haïtiens, nés de D'origine. parents haïtiens. Mais un étranger peut devenir ami du CORECOF en tant que membre d'honneur pour un travail quelconque. Par exemple, Mais tu sais qu'il y a des étrangers qui sont plus haïtiens que certains haïtiens. j'ai du mal à l'accepter. Non, on peut avoir du mal à accepter, mais on doit le reconnaître. Moi, je connais des étrangers, des gens qui n'ont rien à voir avec Haïti, que ce soit par la naissance ou par l'origine des parents, mais qui sont tellement impliqués dans la chose haïtienne, alors qu'on a des Haïtiens qui ne veulent même pas que leurs enfants parlent le créole. Eh bien, on a un travail à faire. Et ce travail-là, c'est aussi celui du CORECOF. C'est de redonner cette fierté d'être haïtien, d'être haïtienne à chacune des Haïtiens et des Haïtiennes. Ouais, et CORECOF, Pradel, ce sont toutes ces motivations qui nous ont poussés à penser CORECOF. Parce que il faut que tous les Haïtiens, quel que soit son niveau, quel que soit, ce sont des enfants qui sont nés des parents haïtiens qui n'ont aucune connexion avec Haïti. Notre rôle à nous, c'est de servir de passerelle entre ces gens-là et Haïti, pour les rattacher à Haïti, pour leur expliquer, pour leur faire le récit national sur le plan historique, sur le plan littéraire, sur le plan musical, une façon de les intéresser à Haïti. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du CORECOF, il y a des cours qui vont être prodigués, les gens donner des conseils de lecture et leur apprendre, je sais pas moi, la dessalinienne, pourquoi pas. Violante Toussaint est en train d'y travailler sérieusement. Des cours de créole, des cours de danse compas, etc. Et l'histoire, qu'est-ce qu'on en fait? Et l'histoire. Et l'histoire, en fait, ça va s'articuler de différentes manières sous forme de conférences
des conférences débats ou directement en présentiel ou bien en ligne. On va travailler pour que tous les Haïtiens puissent se sentir vraiment haïtiens. Donc c'est à nous d'aller vers ces gens-là pour leur expliquer que même s'ils sont nés ici en France, ils sont nés de parents haïtiens, ils ont la double culture, ils ont la double appartenance historique. Donc il y a la part de la France et qu'on ne demande pas de négliger, mais il y a aussi la part d'Haïti qui est en eux. Ça c'est fondamental. Donc on n'est pas, on est haïtien, que l'on soit né des parents, d'arrière-parents haïtiens, on est haïtien, on est concerné par ce qui se passe en Haïti. Parce que quand on vous dit d'où venez-vous, mais même si vous êtes né ici, mais cette question va ressurgir un jour ou l'autre. D'où venez-vous? Eh bien, mes parents viennent d'Haïti. Eh bien, vous êtes aussi concerné par tout ce qui se passe en Haïti. Donc, il faut vous impliquer dans le processus de développement en Haïti. Même si tout est fait en Haïti pour rejeter ceux qui sont dehors, mais nous, notre travail, c'est d'occuper cet espace-là. Ça veut dire que vous avez... Je ne dis pas 2 ennemis, mais vous avez 2 adversaires. Je mets le mot adversaire entre guillemets. Ceux qui sont nés à l'étranger, qui ne sont pas intéressés ou bien qui ne sont pas encore intéressés, vous essayez de les ramener. Et vous avez le pays qui n'en veut pas. Oui. Donc vous êtes obligé de vous battre des 2 côtés. Oui. Venez, on va vous intégrer. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les accepter? Donc il y a 2 travaux à effectuer. Là. Alors justement, on n'a pas à demander s'il vous plaît. On pense qu'il faut... D'une certaine manière, il faut un rapport de force. J'allais dire que je voulais trahir une espèce de subtilité artistique de la part de notre ancienne présidente. Vous prenez le logo du CORECOF. Vous regardez la pointe bleue du logo, sa direction. Elle se dirige à l'ouest. Nous sommes à l'est. Elle se dirige à l'ouest. Le CORECOF met le cap sur Haïti. Tout le temps. Le CORECOF met le cap sur Haïti. À travers ce que Ronald vient de dire, à travers ce que nous avons, nous, de culture, d'ouverture au monde, de compréhension des autres, de compréhension du monde. Haïti, enfin, c'est ce pays super riche qui trime aujourd'hui. C'est quand même bizarre. Ça veut dire que ces enfants, ceux de l'intérieur, n'ont toujours pas saisi, n'ont toujours pas pris la mesure de ce pays. Certains de ces enfants de l'intérieur. Certains. Et n'ont toujours pas pris la mesure de ce que ça représente à la face du monde. Ce n'est pas un pays quelconque. Ce n'est pas un pays quelconque. Et on doit l'intégrer, on doit le dire. Mais on doit aussi se donner les moyens d'aider les autres à vérifier que ce n'est pas un pays quelconque. Alors vous avez une association qui fonctionne assez particulièrement, d'autant plus qu'on a l'impression que vous êtes sur tous les fronts. Par exemple, dernièrement, vous avez pris position et par rapport au dossier de rappel de Anne-Louise Mesadieu de l'ambassade, par rapport à l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Montferrier d'Orval. Est-ce que c'est indispensable pour vous? Est-ce que c'est obligatoire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez démontrer en adoptant ces positions? Je laisserai la parole à Ronald après, mais je voudrais faire 2 remarques. S'agissant d'Anne-Louise Mesadieu, c'est pas tant la personne d'Anne-Louise Mesadieu. Tu vas voir ce qu'elle représente, pas au travail qu'elle effectue. C'est le procédé. C'est le procédé qui nous a choqués. Personne ne va découvrir, un ministre ne va pas découvrir au bout de X années la présence d'une personne soi-disant qui n'était pas à sa place à l'ambassade. Ça fait combien d'années Anne-Louise travaillait? On la connaît, c'est une femme qui apporte énormément de choses. Et donc, arrêtez. À un moment donné, c'est insupportable de voir que ces gens se moquent de nous. Mais ce qui avait été pris comme raison, ce qui avait été donné comme raison, c'était le fait qu'elle soit devenue... oui, qu'il y avait conflit d'intérêts, etc. Et des choses comme ça, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Après, on s'attaque à quoi? On s'attaque aux expatriés qui ne doivent pas percer dans la vie d'Haïti, etc., etc. Ça, on l'a compris. On veut le défendre puisque notre combat, c'est que les expatriés intègrent la vie politique, sociale, culturelle, économique de leur pays. C'est tout. C'est si simple que ça. Et nous nous battrons jusqu'à la fin pour que ce soit reconnu. OK? Et puis, en s'agissant du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, vous savez combien de temps vous allez mettre pour former un type comme
et Maître Dorval qui est parti. Vous mettrez plus d'une génération, 25 ans, 25 ans, 30 ans pour former un type comme ça. Est-ce que c'est normal qu'on accepte qu'on assassine des personnes qu'on mettra 20 ans, 30 ans pour former? Et ce pays, il va marcher comment? Sans cette aide, sans personne importante, il va marcher comment? Personne doit accepter ça. Et c'est en ce sens que nous voulons. C'est en ce sens que nous voulons une communauté haïtienne de France visible, dynamique, solidaire. C'est en ce sens que nous voulons ça. Nous voulons ça aussi parce que nos étudiants ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas longtemps, un membre du CORECOF, je peux citer, le neurochirurgien Jonas Jolivet m'explique quelque chose sur un stagiaire haïtien en médecine. Avant son départ, M. Pradel Saint-Fleur. Avant son départ? Avant le départ de ce monsieur qui allait venir en France pour faire son stage, avant son départ d'Haïti. Il a pris les précautions de mettre dans un sac quantité de cassave, quantité de beurre de cacahuète, de mamba, comme le dit en Haïti, quantité de goyave, etc. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Il dit que je vais peut-être passer 3 mois et j'aurai rien d'autre à manger. Que peut-être je passerai mes 3 mois, 4 mois de formation en France à manger des cassaves, etc., etc. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La communauté a besoin de savoir. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas longtemps, dans le 13e arrondissement, une dame de 70 ans, une haïtienne, a été violentée par des gens. Elle n'a pas su se tourner vers sa communauté parce qu'on ne s'est pas organisé jusqu'à maintenant. Est-ce que tu sais que les étudiants, la grande majorité d'entre eux, tout au moins une bonne partie, ne mangent pas à leur faim, ont des fins de mois difficiles? Tandis que dans la communauté haïtienne de France, j'ai peut-être un enfant qui est en difficulté scolaire, qui a besoin d'aide. Pourquoi est-ce que je ne crée pas les conditions pour que ces étudiants puissent avoir des heures de cours chez moi, afin qu'ils gagnent un peu d'argent à la fin du mois et qu'ils puissent vivre correctement? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Dans les autres communautés, on le fait. Mais on a l'impression que dans notre communauté, dans cette communauté haïtienne de France, dès qu'on dit association, il faut que tout soit gratuit. Donc quand tu dis que des jeunes gagnent un petit peu d'argent en donnant des cours, et tout de suite les gens vont dire mais c'est pas une association. Alors on a répété que nous voulons que les gens soient solidaires. Et là en l'occurrence, c'est du donnant-donnant. Le jeune homme qui, je ne sais pas, qui fait ses études, qui a des difficultés, et tu le sais, je le sais, il vient chez toi, il vient chez moi, il donne un cours, merci, bravo et au revoir. Il va vivre de mon au revoir, bravo, merci. Ou il a besoin d'un peu d'argent pour payer son ticket de métro, il a besoin d'un peu d'argent pour payer son ticket de métro. Ça, nous sommes d'accord, mais nous savons que c'est pas comme ça que c'est perçu dans la communauté. Les gens vont dire, oui, mais c'est une association qui donne des cours, comment ça se fait qu'ils demandent à être payés? Oui, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux dans la communauté. Dès que c'est une association qui organise quelque chose, et tous les intervenants doivent intervenir gratuitement selon cette association, selon les gens. C'est parce qu'on n'est pas organisé. Si tu as bien dit la communauté, quand on parle de la communauté, mais c'est un vœu pieux parce qu'elle n'existait pas encore. C'est une communauté en gestation. C'est pour ça qu'on doit faire tout ce qui est possible pour que les CORECOF joue son rôle, s'organise pour jouer son rôle. Parce qu'il y a un vide palpable dans ce qu'on appelle encore la communauté. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce que vous dites, dans cette communauté haïtienne, vous dites qu'elle n'existe pas, elle existe. Oui, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a jamais eu autant de restaurants haïtiens dans cette communauté. Et pourtant, je ne vois pas un restaurateur laisser son restaurant aller manger dans un autre restaurant haïtien. J'ai jamais vu ça. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quelqu'un qui a son restaurant sur son jour ou sa journée de fermeture, cette personne ne quitte pas son restaurant pour aller manger dans un autre restaurant haïtien. C'est culturel, Pradel. J'ai jamais vu ça. Non, c'est culturel. Je pense que les autres communautés, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, et en Haïti, ça se passe comme ça. Tu vas pas quitter ton restaurant. Déjà, tu considères l'autre comme un concurrent. Un concurrent. Et on va pas manger chez lui. Et même les restaurants chez qui tu vas,
il va peut-être penser que tu viens pour l'espionner ou bien pour Oui, faire qui en quelque fait, chose. il vient là, quand même, là, ça vient faire la là. question du soupçon qu'on a Du soupçon soulevé, permanent. qu'on a soulevé Donc, tout à l'heure. Et on a besoin d'autre chose. Un cri aussi de colère chez le Korekov, presque généralement, c'est ce qu'on constate avec les femmes haïtiennes qui se retrouvent toutes seules. Ces femmes sont face à une situation, mais on ne peut pas le souhaiter à personne. Le mari s'en va, elle est à s'occuper de 3-4 gamins. La plupart du temps, ces mères courage vont travailler pour nourrir leurs petits. Et puis, peut-être que l'aîné a 10 ans et on lui laisse À garder le petit de 3-4 ans. Les deux petits 3-4 ans, ben, il a que 10 ans. Donc à un moment donné... Déjà, c'est interdit de laisser des enfants de bas âge. C'est interdit, mais elle n'a pas le choix. Le voisin, dans un état de droit comme la France, remarque ça, il fait un signalement. Et on t'enlève tes enfants. Et on lui enlève ses enfants. Et qu'est-ce qu'on constate? Des tentatives de suicide, une désespérance poussée à l'extrême, et en plus ce qu'on sait de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance en France. Récemment, pas plus tard que cette semaine, il y a eu un beau sujet sur France 3. Pièce à conviction, justement sur la question de ces enfants placés. Il faut qu'on s'organise. La communauté a besoin d'être Donc, ensemble. Korekov a un rôle à jouer également à ce niveau. Mais évidemment. Mais oui. Et est-ce que c'est du fait que vous avez un rôle à jouer dans quasiment tous les dossiers que vous avez organisé, les 2 superbes journées que vous avez organisées dernièrement, le 18 novembre 2020 et le 1er janvier 2021? J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Je laisse le 18 novembre à mon confrère. Et tu préviens le 1er janvier. Oui. Et en fait, C'est quoi le 18 novembre? le 18 novembre, c'est une date charnière dans l'histoire d'Haïti en ce qui a trait à la bataille des Vertières. Et en fait, nous, on n'a pas fait cette plongée dans l'histoire comme une sorte de thérapie pour cicatriser les blessures d'aujourd'hui. C'est parce que nous pensons que pour savoir d'où l'on vient, pour savoir d'où l'on va plutôt, il faut savoir d'où l'on vient. Donc l'histoire d'Haïti, c'est une très belle histoire. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui a une histoire aussi riche. C'était la première fois que les esclaves s'étaient soulevés contre leurs maîtres, contre les colons. Alors, on aime bien dire que chaque pays du monde a son histoire d'Haïti. Oui, c'est très bien dit en plus. On peut dire ça. Il y a un musicien haïtien, Mario Devolsi, qui a donné une interview Conservateur du Bossa Congo. Ouais, qui a dit que Haïti a tout inventé. On avait un slogan de Haïti Tribune qui disait le pays où tout a commencé. Et c'est vrai, parce que quand vous il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Il y avait la négritude, il y avait la créolité, il y a l'oralité, il y a la musique haïtienne qui a influencé. Mais on va revenir sur le 18 novembre. Etc. Non, pour revenir à l'histoire d'Haïti, donc c'est une histoire qui est fondamentale dans la construction de l'humanité. Donc, le 18 novembre, c'est une date charnière, c'est cette bataille qui nous a conduit vers l'indépendance. Donc, on a fait ce clin d'œil-là, c'est pour pouvoir nous ressourcer. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement ce jour-là? Eh ben, ce jour-là, il y a eu le fameux discours du président qui a rappelé nos faits d'armes, qui a rappelé tout ce qu'on a réalisé le 18 novembre, et puis on a organisé aussi. Tu sais, Ronald, quand on dit fameux pour quelque chose, ça peut être dans les deux sens. Non, c'était un discours remarquable du président qui a relaté nos faits d'armes. Et puis, il y a eu aussi un spectacle animé par un musicien membre. Grégoire Chéry. Qu'on ne remerciera jamais assez. Grégoire Chéry, c'est un artiste qu'il faut inviter parce que c'est un ami personnel il qui fait partie d'une association que je dirige, l'association qui organise Carré, tout à fait, le club des artistes haïtiens d'Europe. En tout cas, il a un répertoire chargé avec des chansons très engagées. Très bon auteur, oui, très bon chanteur. Il est toujours là dans tout ce qu'on fait au niveau des Korekov. Et puis on a fait aussi, on a lu avec Violande un poème sur
qui parlait même du 18 novembre. Mais c'était quelque chose... Donc c'était une sorte de spectacle. Un spectacle culturel. Mini-spectacle, oui. Mais le clou de ces spectacles, en fait, c'était le discours du président sur l'importance du 18 novembre dans la construction et à la fois sociale et politique d'Haïti. Très bien. Et le 1er janvier... Non, avant le 1er janvier, qu'est-ce qui se disait dans ce discours? Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes? Il vient de le dire. Rappelez quand même que ce 18 novembre n'est pas arrivé par hasard. Et d'ailleurs, c'est dans sa continuité qu'on a fait ce 1er janvier. Et le fil rouge était l'éloge de l'audace. Gagner la bataille du 18 novembre, ce n'était pas donné à n'importe qui. C'est clair. Et il a fallu quand même des Dessalines, des Capoelamor, des personnes particulièrement déterminées, habiter. Et avant eux, il fallait des scènes d'ouverture. Bien sûr. Alors, on ne va pas se couper de notre histoire. Et je ne sais pas si tu as l'image de l'archer qui va aller chercher sa force à l'arrière avant de décocher sa flèche. C'est clair. Nous sommes très collés à notre histoire. Et ce qui est bien, c'est que cette flèche n'a pas de limite. C'est ça. Et partir de derrière pour tendre vers. On peut regretter qu'on n'a pas assez tendu vers. Oui, mais... Voilà, on peut le regretter. Mais ces aînés nous ont montré le chemin. Il y a défiance. Il y a bifurcation. On aimerait ramener les gens vers leur trajectoire anthropologique. Pour ne pas dire qu'il y a retournement. Oui, pour ne pas dire qu'il y a retournement. Alors, les grandes lignes de discours, c'était aussi pour galvaniser le Corecof et dire, vous avez un devoir. Les autres nous regardent. Alors, c'est une manière américaine de fonctionner. Les capitalistes fonctionnent comme ça. Quand ils font une conférence sur les affaires, les intervenants, ils ne font que galvaniser le public pour les inciter. C'est une sorte de motivation. Donc c'est exactement la même chose que... Cher Pradel, ne sommes-nous pas américains? Oui, bien sûr, nous sommes du continent américain. Oui, pas les continents, oui. Et donc, moi j'ai toujours considéré le pays qui se fait appeler l'Amérique comme un pays. Un pays du continent américain. Alors, à aucun moment... on entendra dans ma bouche un Américain, on entendra un États-Unien. Un États-Unien. Oui, systématiquement. Et j'invite mes amis à dire la même chose. Et quand tu dis un Antillais, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis qu'il est de la Guadeloupe ou de la Martinique. Moi aussi, je suis Antillais. Un Cubain aussi est un Antillais. Oui, je peux. Voilà. D'ailleurs, le Cubain est plus Antillais que tout le reste. Oui, voilà. Donc, et c'est ça. Des particularités. Ces deux moments sont en partie très très liés. On est 18 novembre. C'est à l'issue du 18 novembre qu'il y a la déclaration de l'indépendance. Donc le 1er janvier, c'est la continuité du... Ah oui. Ou la consécration. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait le 1er janvier? Le 1er janvier, on a rappelé... L'éloge de l'audace. L'éloge de l'audace nous rappelait simplement premier l'appli qui était levé Maïa. On a rappelé que l'homme central... Là, je peux citer un ami à moi, c'est le Dr Eric Soré, dans une discussion avec moi sur l'histoire il y a quelques années, m'a fait observer que l'homme universel est né en Haïti. Dessalines est le créateur de l'homme universel. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi il est décrié quelquefois chez des Haïtiens. Dessalines est le créateur de l'homme universel. Quand on évoquait l'homme, le visage était blanc. Avec Dessalines, tous les blancs sont aussi des nègres. Vous voyez? C'est un garçon extraordinaire. Et pas que dans les faits d'armes. Lisez sa constitution de 1805. Tout à fait. Et son discours aussi. Et son discours de l'indépendance, on a fait lire à des jeunes, surtout nos jeunes. On a demandé à des jeunes... Et le titre aussi que tu as donné, que vous avez donné, l'éloge de l'audace. L'éloge de l'audace. Tu sais que le mot audace, là, c'est vraiment en français. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'audace haïtienne. Non. Parce que c'est deux connotations différentes. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a eu deux discours, un en français et un en créole. Pour dire la même chose. Voilà. Une manière de faire comprendre aux gens que l'audace qui se trouve dans le titre, c'est pas l'audace. Oui, en créole, c'est vraiment l'audace en français. C'est autre chose, c'est cette capacité que nous avons à surprendre. Dans le discours en français, une des phrases, c'est que l'audace
c'est quelque chose à renouveler. C'est quelque chose qu'il faut renouveler. En fait, il faut continuer à oser. Oui, il faut oser. Il faut oser. Et l'haïtien, l'haïtienne n'ose pas assez. On peut encore surprendre le monde si on veut. On va parler politique dans quelques instants. Restez avec nous. Vous êtes dans la 32e édition de Transparence. Nos invités s'appellent Ronald Pierre et leur fils Réjoui. Ils représentent l'association CORECOF, Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il t'a capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous kwaper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent, 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche la tichou. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous poursuivons notre discussion avec les représentants du CORECOF dans cette 32e édition de Transparence. L'Office Réjoui et Ronald Pierre représentent cette association avec nous pour parler de choses et d'autres. Je vous rappelle que nous sommes dans les coulisses de cette association. C'est le thème de notre émission de ce soir. Donc, dans les coulisses du Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. De quoi discutez-vous quand vous rencontrez des politiciens tels que le docteur Jean-Palem Mathurin ou Thierry Tardieu? De quoi parlez-vous exactement? Et parce que tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre que vous n'étiez pas apolitique, mais en fait, vous parlez beaucoup politique sans prendre des positions directes politiquement. Enfin, vous prenez des positions, sauf que vous ne vous positionnez pas pour devenir politicien dans le pays, mais vous défendez pas mal de choses politiques. Donc, qu'est-ce que vous discutez avec les Thierry Tardieu, les Jean-Palem Mathurin? Moi, je vais laisser la parole à Ronald sur un bout, je prends l'autre. Mais... Tu choisis qui? Thierry Tardieu ou docteur Jean-Palem Mathurin? Jean-Palem Mathurin qui était avec nous il y a 2 semaines de cela. J'ai envie de dire à la discrétion de Ronald, c'est comme il fait. Bon, alors... Qui a soupiré main? Non, puisque nous avons rencontré Jean-Palem avant, Thierry Tardieu, m'a parlé de Jean-Palem Mathurin. De quoi avez-vous parlé? En fait, premièrement, il a pris contact avec nous, c'était pas pour parler politique. Il était venu, il était de passage à Paris, je pense qu'il est membre d'une organisation aux États-Unis qui a le même profil que les CORECOF, c'est les mouvements en fait patriotiques des Haïtiens conscients. Et de son passage à Paris, il a entendu parler de nous, il a cherché à savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, puisque notre politique ou notre objectif correspond à cette organisation dont il était le représentant. Il a pris contact avec nous et on a échangé. Et là, je crois qu'il travaille pour que l'on arrive à travailler ensemble avec cette association dans le but
faire quelque chose, un projet ensemble. Et c'est à la fin de cette rencontre qu'il nous a parlé de son parti politique. Et moi personnellement, Force Peuple. Oui, Force Peuple. Moi personnellement, je n'étais même pas au courant qu'il avait un parti politique. C'est à la fin un de nos membres, NS, qui lui a posé la question, Naissant, qui était au courant de la structure politique, et qui a dit, mais est-ce que vous allez partir sans nous parler des Force Peuple là? Et moi j'étais étonné. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler de ce parti politique, de son projet, de son envie, aussi de tout ce qu'il a fait comme travail en souterrain en Haïti avec des organisations populaires. Donc il a des objectifs en fait politiques comme tous les autres hommes politiques haïtiens pour prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir et pour faire différemment que les autres. Et on fait jusque-là, c'est-à-dire faire participer le plus grand nombre. Bon, c'est le discours aussi de tous les hommes politiques. Est-ce que, en termes d'action, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va donner corps à ce discours-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont de grandes visions pour Haïti et aussi pour les expatriés. Pour les expatriés, il a un projet pour faire participer et tous les expatriés aux grandes décisions qui vont être prises par son gouvernement s'il arrive au pouvoir. Donc c'était une rencontre intéressante. Intéressante. Jusqu'à présent, on a deux hommes politiques. Jusqu'à présent, les deux rencontres, je pense que on peut dire que ce sont des rencontres très intéressantes et très enrichissantes. Et donc, on a vraiment trouvé quelque chose d'extraordinaire chez ces gens-là. Et jusqu'à présent, on est resté dans le stade du discours. On est appelé à se revoir et à rencontrer encore d'autres qu'on ne sait pas comment ça va s'articuler. Mais de toute façon, pour les deux qu'on a reçus jusqu'aujourd'hui, c'est très bien. Très bien. Et rapidement, par rapport à Jerry Tardieu, je sais que Jerry Tardieu est très diaspora. Bon, vous n'aimez pas le mot diaspora, mais est très expatrié. Il aime bien qu'on participe. Il cherche à nous inclure dans le débat national. Qu'est-ce que vous avez tiré de votre discussion avec lui? On a travaillé un petit peu plus sérieusement. Parce qu'on a servi, la rencontre avec Jean-Palais Mathurin nous a servi de leçon, et on a joué un peu aux journalistes. Des questions-réponses. On avait élaboré un grand questionnaire. Les questions des membres arrivaient, j'en ai compté 110. Ah oui. Et j'ai écrémé, et on est arrivé, on a gardé 37 qu'on n'a pas pu épuiser pour la soirée. Effectivement, la première série de questions portait sur les expatriés, leur rôle dans le pays, leur intégration. Comme c'était un peu son affaire, il a su répondre avec brio. Ça ne veut pas dire qu'on lui ait donné un blanc-seing. On veut voir à l'œuvre les actes. Il y avait des questions sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'énergie, sur l'économie, où là, il y avait des choses assez intéressantes sur lorsque le docteur Arnoux Bollière évoquait pour changer un petit peu cette économie néolibérale et en intégrant une part d'économie sociale solidaire. Les réponses ne nous avaient, tout au moins moi, les réponses pas convaincu. Non. Donc vous savez que c'est un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Tout à fait. Et ce qui me manquait aussi, c'est la vision de l'autosuffisance alimentaire. Ça m'a manqué de pas voir que c'est. Il l'a pas dit, mais on sent que c'est pas tout à fait une priorité. Voilà. Et ça m'a un peu. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je voulais entendre que nous, au Corecof, on parle beaucoup souveraineté. Le discours de l'éloge de l'audace, c'est un discours qui demande aux Haïtiens de reconquérir leur souveraineté. De prendre leurs responsabilités, quoi. Mais ça passe par le ventre aussi. Tout à fait. Ça passe par ce que tu peux produire aussi. Mais quand tu achètes plus de 60% de ce que tu consommes à l'extérieur, tu dépends des autres. Il y a un problème. Mais il a compris, il dit qu'il revient pour débattre parce qu'il n'a pas eu le temps d'approfondir. Sinon, dans l'ensemble, on a trouvé un jeune homme ambitieux, volontariste, dynamique. Il semble faire
des expatriés, et comme tu as dit, c'est un homme d'affaires, il a une réflexion très comptable aussi de la chose. Les expatriés, c'est près de 4 millions de personnes. Oui, c'est beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. C'est beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. Il sait très bien que la communauté internationale ne financera pas tous ces projets révolutionnaires qu'il n'ose pas dire. Il me semble que l'agenda de Corecof est hyper chargé. Qu'est-ce qui s'y trouve? Parce que cet agenda, j'ai l'impression qu'il est rempli jusqu'en 2022, jusqu'à la fin de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet agenda? Quelles sont les grandes lignes de cet agenda? On trouve cette grosse envie que nous avons de montrer le Corecof au monde entier. Ce dîner annuel, ce dîner de cohésion que nous voulons organiser. On trouve aussi notre effort d'institutionnaliser une journée de la communauté haïtienne. C'est ma prochaine question. Voilà, d'institutionnaliser une journée de la communauté haïtienne de France. Ronald ou moi, on répondra volontiers. Et puis, il y a le salon des entrepreneurs. Et puis, effectivement, il y a des conférences autour de la citoyenneté. Il y a une grosse action que nous voulons mener à l'intérieur même d'Haïti pour réveiller les consciences sur les crimes, le kidnapping des jeunes par des jeunes. Parce que, mine de rien, nous sommes un pays où tous les ans, 250 000 personnes atteignent leurs 18 ans. Un pays jeune. Quelle est la politique jeunesse? Qu'est-ce qu'on met en place pour ces enfants qui arrivent 18 ans, 250 000 chaque année? Comment on intègre ces personnes dans la vie nationale pour qu'ils jouent leur rôle de citoyens, de jeunes citoyens pour l'avenir du pays? Tout le monde, c'est une phrase bateau que tout le monde cite, la jeunesse est le pilier de l'avenir. Oui, la majorité de la population haïtienne a moins de 25 ans. Eh bien, alors quand vous êtes 12 millions, la majorité a moins de 25 ans, ça veut dire quoi? Vous êtes un pays jeune, c'est peut-être même ça qui protège encore le pays contre le ou la Covid. Parce que plus vous êtes jeune, plus vous êtes résistant, et voilà. Mais ces enfants, il faut absolument penser à eux. C'est la discussion aussi avec Thierry Tardieu sur cette jeunesse. On en fait quoi? Quel cap? Quelle proposition on leur fait? Quelle offre? Nous, on est dans une démarche de demande d'une offre sincère, réaliste, réalisable. On ne veut pas qu'on vienne nous raconter des histoires. On a déjà entendu. Mais dites-nous très concrètement que demain, dans les assiettes de Pradel Saint-Fleur, qu'est-ce que vous mettez? Ça nous intéresse. Et comment vous le mettez? C'est surtout le comment, parce qu'on peut dire, bon, on va mettre ça, mais comment vous allez mettre ça? Qui produit ce que vous mettez dans l'assiette de Pradel Saint-Fleur? Ça m'intéresse. Très bien. Et cette fameuse journée... Avant, je voulais dire, le président a oublié de parler du livre blanc, un fameux projet qu'on a, les livres blancs. On doit écrire un livre blanc sous forme de propositions et pour Haïti. Et quel que soit le gouvernement, quel que soit le président élu, donc il va pouvoir puiser dans ce livre-là pour donner un cadre à sa politique sur l'autosuffisance alimentaire, sur l'aménagement du territoire, sur la jeunesse, et sur l'intégration, surtout. Donc on est en train de travailler sur ce livre blanc. C'est un très grand projet qu'on porte à cœur. Très bien. Et je pense que cette journée de la communauté haïtienne de France peut servir justement à trouver un petit peu plus d'éléments à mettre dans ce livre blanc. Oui, d'autant que nous le ferons, nous l'organiserons dans un partenariat très très large, suffisamment en amont pour que les différents partenaires puissent dire voilà qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Mais à l'intérieur même du Corecof, grâce aux commissions, nous avons déjà des éléments de projets. Par exemple, le fameux projet que nous voulons porter pour secouer un peu les consciences en Haïti, et c'est que ce sont les 18-35 ans qui assassinent les 18-35 ans, qui les violent, qui les... Donc, il y a un truc qui ne va pas, et ce ne sont pas... ils sont les enfants du peuple, et ceux-là. C'est dans leur quartier qu'ils commettent les méfaits, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a des choses importantes à faire pour créer les conditions d'une citoyenneté nouvelle haïtienne. Et il y a beaucoup de réflexions au sein du Corecof. C'est un grand laboratoire avec notre structure observatoire qui est un outil d'aide à la décision. Mais à cet outil-là, on soumet les projets. Il y en a énormément.
Il y en a énormément. Donc le livre blanc, c'est vrai, merci Ronald de le rappeler. J'ai oublié qu'on travaille sur un truc phénoménal qui est un livre blanc pour proposer un cap, une vision, une sortie à ce pays. Très bien. Nous savons que Haïti est un pays qui cherche à se développer. Ça fait un moment qu'on en parle. On essaye. Et comment est-ce que les expatriés peuvent contribuer, participer activement, concrètement à ce processus de développement? D'abord, il ne faut pas les considérer comme des vaches à lait, c'est la première chose. Ensuite, il faut assurer leur sécurité. Quand ils arrivent pour investir, il ne faut pas qu'ils soient enlevés, kidnappés, tués. Et après, il faut qu'ils soient intégrés, mais intégrés réellement dans la vie économique du pays. C'est-à-dire qu'ils ont pas des cadeaux, mais qu'ils ont une certaine facilité pour monter leur entreprise, qu'ils ne rencontrent pas, qu'ils ne soient pas dans une espèce de dédale systématique lorsqu'ils ont un projet et qu'ils passent énormément de temps. S'ils ne payent pas les dessous de table, ils y arrivent pas. Est-ce que ça ne fait pas de la discrimination de considérer les expatriés comme des VIP dans une société Mais ils ne se sont jamais considérés comme tels, sauf quelques rares. Non, mais s'ils vont là-bas, on commence à leur donner des passe-doigts, on commence à leur donner des facilités pour ouvrir des sociétés. Ceux qui sont sur place n'ont pas forcément ces facilités. Ceux qui sont sur place, t'imagines pas ce qu'ils ont comme privilège. Hein. Non, il y en a qui payent même pas leurs impôts. On ne demande pas des passe aussi qui payent, mais qui n'ont aucun bénéfice. On ne demande pas des passe-doigts, on demande à être traités comme des Haïtiens. Parce que fort souvent, vous qui vivez à l'étranger, vous arrivez en Haïti, vous êtes considéré comme un étranger. Donc on est étranger partout, on est étranger dans le pays d'accueil, on est étranger dans son propre pays, on est étranger partout, on est traité comme étranger. Et quand vous voulez entreprendre des activités en Haïti, ou bien vous voulez ouvrir un commerce ou investir, eh bien puisque vous êtes un étranger, vous vivez à l'étranger, eh bien on va vous demander des dessous de table importants pour seulement accéder, pas pour ouvrir, pour accéder au service. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas accéder au service. On fait tout pour vous mettre du bâton dans les roues. Vous ne pouvez pas investir en Haïti avec sérénité. Si vous venez en fait de l'étranger. Est-ce que vous considérez que le regard du CORECOF sur la vie nationale haïtienne, c'est un regard objectif? Ah bah oui, totalement. Totalement. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, on aurait déjà été dans les rangs de je ne sais qui. Justement, puisque nous, ce que nous voulons, c'est d'être l'aiguillon qui pousse les gens à faire les choses correctement, rester objectif, mais nous tendons systématiquement vers l'intérêt général. Si ce n'est pas le cas, on ne travaille pas avec les personnes qui sont dans leur petit... chez eux, chez soi, entre soi, etc., etc. Ce dont on a besoin, ce sont des hommes qui, à un moment donné, disent, ce sont des femmes qui disent, bon, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont quitté l'école et sans formation, qu'est-ce qu'on en fait? Et des personnes qui vont voir le paysan pour l'encourager à retourner dans son champ, des personnes qui mettent des moyens pour que ces gens redeviennent des producteurs et pas des consommateurs. Savez-vous qu'on mange notre citron, il arrive de la République dominicaine? Et c'est normal ça, c'est la même terre. Qu'est-ce qui peut être produit en République dominicaine qui ne peut pas être produit chez nous? Alors, une anecdote, c'est que j'étais en Haïti je crois que c'était en 2018, et pendant l'été, et me sonnait qui aimait manger pastèque, ça veut dire les melons de l'eau là. Ouais. Et j'ai sillonné la nationale 1 derrière l'aéroport jusqu'à Arcahaie pour trouver en melon, non paquet melon, mais mon dégué ensemble avec moi, 11 amis, je dis ça c'est melon sur Saint-Domingue, mais oui. Évidemment, j'en achète pas. Finalement, je ne pas jeune melon, je ne pas manger melon parce que je ne pas jeune melon qui fait Haïti. Ça, sur anecdote, c'est pour montrer effectivement, pour corriger ça nous dit que effectivement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et nous sommes persuadés que le verre, il est dans le fruit. Oui, c'est clair. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut trouver ce qu'il faut pour éradiquer ce verre. Oui. En question de déposer, président CORECOF, dans la dernière émission dont tu fait, il concernait article 12, Constitution 29 mars 1987. Là. Oui. Et évidemment, Constitution qui est amendée le 9 mai 2011. Où sont les questions ça? Et sur... Aucun Haïtien ne peut faire valoir leur double prévaloir ou faire valoir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Est-ce que
document ça, est-ce que information ça, est-ce que dossier ça, nous parler avec politiciens que nous rencontrons? Avec Dirital Dieu. Mais c'est amendé 2 fois. Hein. C'est amendé, je crois, 2 fois. C'est amendé en 2011 par une Préval. Cet article de la Constitution amendé déjà aussi par Martelly, non? Non, c'était sous Aristide, je crois. Oui, mais Aristide a beaucoup travaillé sur la propriété en ce qui concerne les expatriés. C'était un problème avec la loi de 6 novembre 1984, comme ça, qui nous empêchait d'être propriétaires. Mais ces problèmes-là sont toujours pas réglés, de toute façon. Ces problèmes-là sont toujours pas réglés. Mais qui ça nous tendait d'embaucher politiciens, notamment Dirital Dieu, qui ça le dit, qui ça lit, compte fait, parce que pour que ça me pose ce genre de questions, c'est parce que nous connaissons une discussion, on parlait en pile là en ce moment qu'a fait sur une nouvelle constitution. Donc c'est le moment ou jamais de mettre tout ce qu'il y a à mettre sur le tapis pour qu'on puisse en discuter. Donc est-ce que Gemoun, c'est pas nous-mêmes qui allons parler de ça, nous pas représentatif dans la discussion qu'a fait vraiment. Donc monde qui doit au chapitre les Dirital Dieu, les politiciens, etc. Les nous sont rencontrés, c'est là pour nous faire message là passer pour faire connaître que ils sont obligés de parler de ça parce que ça les concerne nous directement. Eh bien on en a parlé, il semble comprendre. Déjà il a répondu à une de nos membres, mais madame, ça fait un moment que je travaille sur la question. Si c'était pas mon ADN, je ne serais pas là à vous parler de la diaspora. Donc, on veut une intégration de la diaspora pleine et entière. Ça veut dire qu'il faut gommer tout ce qui fait obstacle à l'intégration des expatriés haïtiens. Mais est-ce qu'il peut être entendu? C'est surtout ça. En fait, est-ce qu'il a une voix? Est-ce qu'il la doit au chapitre? Est-ce qu'on l'entend quand il parle? Oui, mais moi j'ai une position tout à fait personnelle sur la question de cette nouvelle constitution qu'ils sont en train de mettre en place. T'as entendu ce qu'il a dit? Qu'ils sont en train de mettre en place. Vous avez dit, on n'est pas dedans. Hein? Ah mais non, il y a un problème de légitimité. Haïti est en déshérence totale. Il n'y a pas d'appareil législatif. Il y a qu'un gouvernement qui est là et qui donne droit à ce gouvernement pour changer la constitution. On ne sait pas. Mais sauf que j'ai une amie qui est proche du réseau, qui s'occupe de ce dossier, qui m'envoie une ébauche pour me dire qu'ils sont en train, en fait, d'enlever complètement cette partie-là de la Constitution. Ils sont en train d'intégrer et faire des Haïtiens et expatrier des Haïtiens à part entière, qui ont le même droit que les Haïtiens à l'intérieur. C'est une ébauche. Est-ce que ça va aboutir? Déjà, sur la finalité même de cette nouvelle Constitution, j'ai des doutes. Sur cet article-là, encore en particulier, oui. Donc, je ne sais pas. Mais Dirital Dieu nous a parlé de ça, et je crois même qu'il avait travaillé même sur une proposition d'une nouvelle des amendements pour la constitution de 1987. Il y avait une commission Tardieu. Oui. Il y avait une commission Tardieu qui a fait un très bon travail. Hein. Moi, j'ai eu la chance de lire son travail. Il a fait un très bon travail, qui était très critiqué par le PHTK, qui était très critiqué parce qu'il trouvait que Dirital Dieu travaillait en solo et qu'il n'a pas intégré tout ce qu'il fallait dans ses propositions, etc. etc. Bon, c'était des attaques farfelues, mais moi, je crois pas du tout à cette nouvelle constitution. Alors, on a dit que notre thème de ce soir, c'est dans les coulisses du Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Et nous arrivons quasiment au terme de cette discussion. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être reçues des téléspectateurs au niveau du COECOF qu'on a omis de mettre sur le tapis, ou bien vous avez des choses que vous avez envie de dire et les questions ne sont pas arrivées? Dire simplement, en regardant nos compatriotes dans les yeux, que nous n'avons pas la prétention de diriger personne. Nous avons ce gros désir de travailler avec eux, de porter une communauté haïtienne dynamique, visible, solidaire, parce que les conséquences, enfin tout au moins les retombées pour Haïti, seront extraordinaires. Si la communauté se met en marche d'un même pas, d'un même ballon, d'un même mouvement, il est infiniment probable que nous exportions dans les autres communautés
ce que nous faisons pour proposer un cap, un avenir à ce pays. Très bien, nous allons dans quelques instants retrouver le Transquiz, mais c'est juste après cette pause. Restez là, ne bougez pas. Oh là là, on va rigoler. À tout de suite. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la tichou. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes de retour sur le plateau de Transquiz. Nous sommes dans cette 32e édition où nous arrivons dans notre Transquiz. Tout de suite, le logo. Voilà, c'est parti. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on n'a pas 3 questions pour notre invité, puisqu'on a 2 invités. On a décidé d'avoir 5 petites questions, mais des questions, vous allez voir, c'est plus des QCM qu'autre chose. C'est très sympa, c'est très cool. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? On ne sait pas. Ben, moi, je suis prêt. Ronan Pierre est prêt. Le président, l'office régie ne sait pas tout encore. Mais la question ne s'adresse pas à une personne. D'accord. N'importe qui peut répondre à la question. Première question, tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Bon, allez, on y va. Vas-y. Quel est le mois durant lequel Haïti a plus de fêtes fixes? 3 propositions. Janvier, mai ou novembre? Je peux répondre. Je parle de Oui, fêtes vas-y. fixes. Tu peux répondre. Quel est le mois? C'est le mois de novembre. à mon Le mois de avis. novembre. Oui. À ton avis, il y a combien de fêtes dans le mois de novembre? 3-4. Il y en a 3. Oui. Le 1er novembre qui est Et le jour des... La Toussaint. La Toussaint. le 2 novembre qui est le jour des morts. Oui. Et le 18 novembre, Qui est... La bataille. la bataille de Vertières. Vertières. En janvier, on a deux fêtes fixes. Le 1er et le 2. Oui. Bien sûr. En mai, nous en avons 2 également, qui sont des fêtes fixes. Le 1er, Le 1er et le 18. Oui. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait la fête des mères. La fête des mères, c'est en général au dernier dimanche. Je pouvais du mois de mai. le penser moi aussi, hein, parce que comme tout le mois de mai, on fête des mères. Ouais. Et enfin, voilà. Mais c'est toujours au dernier dimanche. Et Dernier pourtant, dimanche, d'accord. parfois ça tombe le premier dimanche du mois de mai. Ça peut tomber. Bien, deuxième question. Vous voyez, ça va vite. Hein? Alors, il faut noter aussi au niveau des fêtes fixes, le carnaval n'a rien à voir avec les fêtes fixes parce que, Ouais, ça varie. par exemple, en 2021, cette année, le carnaval tombe les 14, 15 et 16 février. Il y en aura quand même? On ne sait pas. Avec les on attend. Mais pour le moment, là, je Jacques sais pas, Mel c'est Jacques Mel est en train de danser. Port-de-Paix est en train de danser. Donc, on ne sait pas s'il y aura un carnaval national. Question 2. Je vous donne une commune ou un département. C'est une question qui a déjà été posée dans un Transquiz. Hein. Et je vous donne une commune ou un département. Vous devez me donner une des spécialités de cette commune ou de ce département. Je te laisse. Une spécialité culinaire ou autre. Je te laisse, Solal. Eh ben, tu sais pas, puisque je vais vous donner le nom de la d'accord, ville ou du département. Par exemple, si on va à Petit Goâve, qu'est-ce qu'on trouve à Petit Goâve? La spécialité principale de Petit Goâve. Douce-Macos. Voilà, tout simplement. Tu vois, c'est facile. Allez, Jérémy. Jérémy Tom Tom. Tom Tom, il y a une autre spécialité. Comparé, tout à fait. Voilà, c'est très simple.
On ne peut pas dire, moi, Jérémy, pour pas manger morceau Oui, tonton, c'est ou vrai, morceau c'est comparé. vrai. Oui. C'est obligatoire. Soit le tigre, vous pas acheter doucement que ce soit de baïmounio, c'est pour son mec qui radait en pile. Ouais, ou chiche. Pour bon chiche, oui. Tout à fait. Si on va dans l'Artibonite, où est originaire notre ami Ronald c'est Pierre, agréable. qu'est-ce qu'on a? Ah oui, Lalo, Gombo. Voilà, notamment le lalo. Le lalo, c'est impératif. Côté c'est bon bois, impératif. nous avons dit, nous pas manger le passé, nous pas caille Ronald, il n'est pas faire le bien. Mais lalo, pas de doute que ce soit le monde qui fait le bois, obligé de manger. Mais j'en ai mangé une fois chez Doua Valentin. Quoi, du lalo ou du lalo, ouais. du lalo? Oui. Du Lalo. Et le restaurant aux ananas qui nous supporte, je vous rappelle que tous les vendredis soirs, Il y a du lalo. vous pouvez avoir le lalo chez aux ananas. Il y a. Vous passez un coup de fil, vous Ils commandez. embauchent un atibonicien ou une atibonicienne. Laisse tomber. Non, il faut goûter pour voir si c'est pas bon. L'offre une goûter pour être pas bon, les avoir offert au monde pour travailler. Laisse tomber, c'est pas possible. Allez, si on va à la caille, qu'est-ce qu'on trouve comme spécialité? Banane, tablette. Oui, pistache. tout à fait, Ouais. tablette pistache, Voilà. et puis banane. Et où sont dit où c'est des Port-au-Prince, mais où très attaché à l'éogane. Qui ça nous a comme spécialité l'éogane? Nous avons canne à sucre. Nous avons oui, tout à fait. Mais nous avons ratou. Nous avons ratou, Nous oui. avons éclairé. Bon, les rayons sont extension de crâne. C'est crâne, non, oui, tout voilà. à fait. Mais nous avons des guilty partout. Et si nous allons dans la grandance, Jérémy, bien dans la grandance, mais si nous allons dans le département, en dehors de Tom, en dehors de Comparé, qui ça n'a besoin? Ah, On bagaille, on baille tout pays à net. manger. Oui, manger les produits agricoles. Le Tout à boeuf fait. agricole, ah oui. Des produits agricoles, c'est une spécialité De Jérémy. de la grandance. De la grandance. Du département de la grandance. C'est le bastion des produits agricoles. Bon, ça. C'est quoi ça- ce truc? Manger yam, Ça manger discute. maçon belle, ça se discute. Ça se discute. Bah, tu vois, le régionaliste, il va Pas sortir. du tout, pas du tout. Je ne suis pas de la grandance. Hein. Non, mais c'est lui, là, il va dire non, mais de l'Artibonite. Tout Tout ce qu'on dit, c'est pour la Tibonite. Ah, la c'est le grenier. Et pourtant, même dire, il n'y a pas bail encore. Bah, c'est le Il en faut grenier. plus, les pauvres, on comprend. Bah, ben, on se bat. On se bat pour Très ça. bien. Troisième question de ce transcuse. On transcuse facilement dans la zone. Oui, là, jusqu'à présent. C'est peut-être parce qu'il est au pot en plus pour manger, comme on aime bien manger. Ah, ok. Je vous donne le nom de sites touristiques haïtiens. Ah, c'est autre chose, là. Vous devez me dire dans quelle commune se trouve ce site. Oui. Somaturine. Où est-ce qu'on trouve le Somaturine en Haïti? À Campérin. À Campérin. Campérin, tout à fait. Campérin, là, qui était les cailles, ou Oui, cailles Cailles, Jérémy, oui, Campérin. sur la ville C'est Campérin. une belle petite ville, Nous ouais. avons un J'ai eu la journaliste qui sortit Campérin, un beau journaliste haïtien. Ah oui, Numa. Oui, Valérie Numa, tout à fait. Mais Joseph Buffet Thomas, je crois qu'il est aussi des Campérins. De Campérin. Oui. Voilà, donc il y a des grands noms quand même Oui, qui viennent tout de à là-bas. Le palais sans souci se trouve où en Haïti? Eh ben, à Milo, mais On a quitté la Tibonite tout à l'heure. À Milo, dans le nord du pays. À Milo. Le musée du Panthéon national haïtien, le Mupana, c'est sur le Champ de Mars, à Oui, côté oui, du voilà, Palais à côté du national, Palais c'est ça? national. Tout à fait. Et la citadelle de la Feria se trouve où? Au Cap Haïtien. Au Cap Haïtien. Est-ce que c'est au Cap Haïtien? Est-ce que c'est le Cap même? C'est pas Limonade? En tout cas, c'est dans le département du Nord. Oui, C'est le Grand Nord. ouais. Je sais pas Quand, exactement. quand on dit bassin bleu, on pense à quelle commune en Haïti? Ah, moi, je pense à Jacmel. Je pense à Jacmel parce qu'il y a les cascades du bassin bleu, mais il y a une commune qui s'appelle bassin bleu aussi. Il est dans le nord-est. nord, Oui, tout à fait. Donc, quittez Gonaï, vous prenez le Gaumont, vous venez sur route là. Oui. Très bien. Et la grotte Marie-Jeanne se trouve où en Haïti? La grotte, Marie-Jeanne. c'est la plus longue là. Non, c'est dans la Grandance. Hein, et Entre Gandance. C'est dans le sud. C'est pas dans la grande, c'est dans le sud. C'est Campérin. Non, c'est pas Campérin, c'est C'est Port-à-Piment. C'est Port-à-Piment, tout à fait. Dès qu'on est ma piégé, non? Le parc national Pikmakaya se trouve entre deux grandes villes en Haïti. C'est où exactement? Quelles sont ces deux grandes villes Là, où c'est se le trouve le sud, parc? Ouais. entre Caille et Jérémy. Entre Caille et Jérémy, tout à fait. Entre le sud et la grandance. Voilà, entre Parfait. Caille et Jérémy. Oui. Au fil fort, oui. Bah oui, je vous rappelle, moi, ça me fait étudier le petit monde aussi, sur Alors, ma géographie. le musée d'art haïtien, à ne pas confondre avec le Mupana, se trouve où exactement en Haïti? À À Port-au-Prince. Port-au-Prince, vers les champs de Mars. Tout à fait. Et quasiment au même endroit que le Mupana. Et la cascade Touillac, pour terminer. Voilà. Touillac. Je sais Oui, pas, pour saluer.
Tu connais? Touillac. Waouh. Touillac. C'est le pays des Nations Unies à moi. Ah, c'est pour ça. Voilà. Eh ben, il faut pas nous piéger avec des questions. Mais non, ce sont des informations que les étudiants connaissent. Hein. C'est vrai, ça nous rappelle, moi, ça me ramène quelques bonnes années en arrière. C'est important à savoir hein, pour ceux qui Allez, nous regardent. le temps nous fait défaut, ben, Oui. on a 2 autres petites questions dans ce transcruise. Ah oui, c'est pas 3 questions pour 2 mondes, non 2, il faut pas non plus de questions que ça, il y a 2 autres encore. Question 4. Dans le 3e rapport de la Cour supérieure des comptes sur la gestion du fonds Petro-Caribé, publié le 12 août 2020, donc le 12 août de l'année dernière, selon la ministre des Affaires sociales et du Travail, qui s'appelle Élise Gelin, sur les 121 000 mamans inscrites au programme Ti Maman Chérie, un nombre considérable de ces mamans n'est en fait pas référencé. Ce sont des mamans fantômes. Ah là là. Donc on parle de corruption ici. Oui, oui. À votre avis, combien de mamans sont manquantes dans le référencement de ces 121 000 mamans? Je vous donne 3 possibilités. 10 000 mamans sont manquantes, 50 000 mamans sont manquantes sur les 121 000, ou bien 100 000 sont manquantes sur les 121 000. Ah, étant donné le degré de la corruption, je pense que 100 000 personnes. Oui, c'est- 100 000. Étant donné le degré, c'est 100 000. Selon la ministre des Affaires sociales et du Travail, C'est énorme. Élise Gelin, sur les 121 000 mamans inscrites à ce programme Ti Maman Chérie, seulement 21 000 sont connues, c'est-à-dire référencées. C'est terrible. C'est terrible. Et elle tire apparemment ces informations d'un papier d'Anderson D. Michel, un journaliste, et qui date, ce papier date du 15 septembre 2020 dans l'œil de la maison des journalistes, et ce papier était titré Haïti, la corruption dépasse l'entendement dans l'affaire Petro-Caribé. Et vous savez qu'il y a un colloque qui s'est tenu à Paris justement sur la question de la corruption liée au Petro-Caribé, mené par Jacques Nézy, C'était en 2019. C'était en 2019. Je crois qu'il travaille sur un rendu, parce qu'il y avait du beau monde, hein, c'était assez intéressant. Non, mais ça dépasse l'entendement. Vous vous rendez compte, mais- justement, c'est le titre d'ailleurs, ça dépasse Mais l'entendement. en même temps, cette ministre, elle est vraiment courageuse. Oui, mais il vraiment faut courageux. des gens courageux. On a plein de gens courageux. On a un John le dire, Morvan ouais. Collen, John Morvan Collen, oui. qui est un courageux Ah jeune oui, homme ah oui, qui fait un travail formidable. Il y en Et a pas- il en faudrait un petit peu plus dans l'échiquier comme ça. de la Ouais, communication. Ouais. Ah, pour- c'est un homme très engagé. Tout à fait. Dernière question du Transquiz, et oui, on va très très vite. Dernière question, on parle football maintenant, parce que je sais qu'il y a des sportifs sur le plateau. Et le championnat haïtien s'appelle le championnat haïtien de football professionnel, c'est HPF. Dans sa version 2020, on a un certain nombre d'équipes. Waouh. Ces équipes-là appartiennent à une ville ou un département. Je vous donne le nom de la ville et du département. Vous me donnez le nom de son équipe ou de ses équipes. C'est mort pour moi. Mais non, on va commencer par Merci Port-au-Prince. à toi. On va commencer par Port-au-Prince. Ah, dans Port-au-Prince. l'Ouest. C'est plus facile. Port-au-Prince. On a, à Port-au-Prince, on a au moins 3 équipes. Bon, on a Violette Athletic Club. On a Violette. On a- Regarde, elles sont fanatiques, Violette. On a Racing. On a Racing Club. Et donc, C'est Pétionville fait partie des Port-au-Prince aussi. oui. Ben, on dit Don Bosco. Oui, bien sûr. Là, pour ce championnat, Pétionville fait partie de Port-au-Prince. Ouais, Effectivement, Don on a Bosco. Don Bosco de Pétionville qui fait partie du championnat. Ouais. On a le Violette Athletic Club, effectivement. Et on a le RC haïtien, le Racing Club Racing haïtien. Club. Moi, je pense que c'est que ces deux-là que je peux répondre. Après, ça va être mort. Bon, bref, pour cette question-là, c'est au même capot qu'on a encore. Oh, purée. Quelle est l'équipe qui représente Léogane et le département de l'Ouest? Cavalier de Léon. Oui, AS Cavalier. Voilà. Ils sont non d'Algérie, on a Cavalier, c'est normal. Cavalier de Léon, C'est logique. c'est bon, alors c'est bon. Allez, on- Ah là, le Léogane allait me tenir rigueur. On continue, on va au Cap haïtien maintenant. Oui, il y a FICA. FICA, oui, tout à fait. Ah oui, FICA fait c'est partie qui de a ces FICA? équipes. Et il y a aussi Association Sportive Caproise, non? ASC, tout à fait. ouais. Il y en a. Il y a une 3e équipe. Il y a une 3e équipe. Comment ça C'est s'appelle? le Real du Cap ouais, haïtien. le Real. Ils ont un Real. Ils ont Real, ouais. Mais il n'y a pas un Barcelone. Bah, sans doute, Non, par contre, il y a quelque part. Juventus. Il y a Juventus. Alors, quelle est. Juventus se trouve dans quelle ville? Nous allons me poser des questions à l'envers, là. Juventus se trouve dans quelle ville? C'est une des équipes de cette ville, des 2 équipes de cette ville. Ah, il y en a 2. Oui. Il y a America aussi. C'est pas Gonaïve, non? Non, c'est les Cailles. Ah, c'est les Cailles. Oui. America aussi, c'est les Cailles? America des Cailles et Juventus des Cailles. Oh là Tout à là. fait. Et Juventus fait monter. Il était Ok. en 2e division, il fait monter en première. Ok. Oh là là.
Où sont dit Gonaïves, ah oui? Oui, Gonaïves. Comment s'appelle l'équipe des Gonaïves? Il y a Racine. Racine des Gonaïves. Ah ben moi, Et je suis c'est largué tout. là. T'es largué? Ouais, non. Mais on compte qui équipe sont au AKR par exemple. AKS, c'est ASC, non? Non. AFC, tout à fait. Oui, AKR Football Club. Football Club. Bah tu vois ça. Bon, il a été champion. Ah, bah, non mais il a pas joué plus que moi, hein, mais je suis déconnecté. Je suis un peu rouillé là. Alors tu es de l'Artibonite? Oui. Bon, Gonaïves fait partie de l'Artibonite, ok. Oui, Saint-Marc aussi. Ben Saint-Marc, il y a Baltimore, il y a Tempête, et c'était les deux On grandes dit Tempête, figures, on hein. dit Baltimore. Oui. On peut mener là. Baltimore SC, Baltimore Oui, voilà, Sporting FC, Club. Sporting Tempête Club. FC, Football aussi, Club. Ouais. Bon, l'autre là, qui fait monter. Ils sont aussi petite rivière de l'Artibonite dans le pays Maguedelva. Mbakonen. C'est USR. USR. Ok. USR, fait monter. Ça a fait monter. Et bien voilà, nous on fait le tour quasiment de toute équipe, sauf que nous parlons d'Elma, une équipe qui est les Cosmopolites, qui sont d'Elma. C'est universel. Nous avons Wanamet Football Club qui sont de Wanamet. Et puis dernier, c'est deux lots. Il y a Triomphe, on dit Triomphe, pas vrai? Non. Triomphe qui sont dans l'Artibonite aussi, qui sont de Liancourt. Liancourt, Oui, ok. on ne va pas même connaître Liancourt. Non, Batkonen. Et Mirbalais, dans le centre, il y a une équipe qui sort de là-bas. C'est la dernière équipe d'ailleurs. C'est pas association sportive de Mirbalais. Tout à fait, association sportive de Mirbalais. Il faut juste dire des associations sportives, on a une chance de gagner. Hein. Ou bien football club. Football club, association sportive. Sauf Violette qui changeait par eux, qui mettait athlétique. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on arrive au dernier volet, mais c'est carrément le dernier. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez donner un conseil ou des conseils à nos téléspectateurs? Mais juste avant les conseils, je rappelle que Monsieur l'Office Régie a deux bouquins qui viennent de sortir et ils viennent de me les offrir. Il y en a un qui s'appelle La radiographie d'un infecté par le Covid-19, c'est tout nouveau, donc ils viennent de l'écrire. Et l'autre également s'appelle Les mots démêlés. Donc les deux bouquins de l'Office Régie, c'est à acheter, c'est à se procurer, c'est à lire. Et ça existe, tu peux en dire un mot rapidement en 30 secondes. On les trouve chez Aniboué ou bien au 06 76 31 78 74. Vous pensez mon yoga est marqué numéro 1? 06 76 31 78 74. Très bien. Pour ce qui concerne les conseils, rapidement. je prends un petit peu pour justement parler de cette épidémie en France, de cette crise sanitaire. Moi, j'invite encore une fois mes compatriotes à faire très attention à ce virus. Il est réel, il fait des morts, et je ne veux pas me retrouver dans les premiers moments, comme au mois de mars, à déplorer la mort de mes compatriotes. Tu parles de mars 2020. Voilà. S'il vous plaît, ne baissez pas la garde. C'est sérieux. Très bien. Le mot de la fin et peut-être tes conseils également, Ronald, en quelques secondes. En quelques secondes, je dirais à tous nos amis qui nous regardent là ce soir que Corecof, les portes de Corecof sont grandement ouvertes. On vous attend parce que Corecof c'est une nécessité pour donner une visibilité à notre communauté et pour venir en aide aussi à cette communauté qui est malade dans son organisme. Donc il faut venir mettre la main à la pâte pour qu'ensemble nous arrivions à donner de la visibilité à notre chère communauté haïtienne de France. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir, c'est très agréable. Je pense que les gens ont apprécié le fait d'entrer dans les coulisses du Corecof. J'espère que nous avons été clairs, on a donné pas mal d'informations. Nous n'avons rien à cacher de toute façon. Et pour ceux qui ont des associations, qui sont en mal d'organisation, qui se balbutient, eh bien, n'hésitez pas à regarder, re-regarder, partager cette émission avec vos proches et les membres de vos associations respectives. Oui. Ça vous permettra d'avoir une idée comment on organise une association. Nous sommes prêts aussi à aller donner un coup de main pour l'organisation. S'il y a un problème quelconque au niveau organisationnel d'une petite association, nous avons des conseils, nous avons quelques experts aussi. Qui peuvent aider Nous pouvons aider parce que ce que nous recherchons, c'est vraiment la dynamisation de la communauté. Très bien, voilà. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette 32e édition de Transparence. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Allez, merci à vous. Ciao, ciao.